Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est avec plaisir que nous travaillons avec Univers Science au nom de l'Académie pour présenter des conférences, soit en Île-de-France, soit sur Toulouse, soit en différentes villes d'Europe. Je vous signale qu'elles sont toutes disponibles maintenant en visio. Il suffit d'aller sur le site de l'Académie pour pouvoir y participer, sachant que tout est ouvert et gratuit. L'Académie de l'air et de l'espace regroupe un certain nombre de spécialistes du monde aérospatial. On y trouve des scientifiques, des ingénieurs, des journalistes, des artistes, des pilotes, des astronautes, des responsables du droit, etc. Donc, beaucoup d'activités. Nous publions des avis, faisons des présentations, comme je viens de l'indiquer, des colloques, et ce correspond, je dirais, à un point de vue du monde aéronautique et spatial qui est important. Donc nous allons parler aujourd'hui des grands drones avec deux conférences. La première par Thierry Prunier de Dassault et la seconde par Paul Vassy de Safran. Donc je vais laisser la parole à Jacques Durand de l'Académie pour présenter Thierry Prunier qui va nous faire la première présentation sur le drone Neuron. Jacques. Bonjour à tous. Oui, effectivement, Thierry Brunier est vraiment le spécialiste qui convient pour cette conférence, puisque Thierry Brunier est diplômé de Supaéro, a fait toute sa carrière chez Dassault Aviation. Chez Dassault Aviation, il a eu un certain nombre de fonctions prestigieuses sur des programmes importants bien connus, comme le Mirage 4, le Rafale, l'Eurofighter. En 90, pendant 3 ans, Thierry a fait une incursion dans le spatial puisqu'il a pris la direction du programme Hermès. Et puis, il est devenu directeur technique international de Dassault Aviation, puis directeur général du soutien militaire. Et en 2004, il a été nommé directeur général des programmes de systèmes d'avions non habités dans cette fonction. Il s'est retrouvé directeur du programme Neuron jusqu'à sa retraite en 2012. Il est donc parfaitement le conférencier pour nous parler de ce programme. Thierry est également membre de l'Académie de l'air et de l'espace. Thierry, je te cède la parole. Merci Jacques. J'espère que tout le monde me voit bien. Juste une petite précision avant de démarrer. Tu as parlé de Mirage 4, c'était le Mirage 4000. Le Mirage 4 était un ancêtre du Mirage 4000, je dirais 20 ou 25 ans avant. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous faire cette conférence. Donc bonjour à toutes et à tous. Le Neurone a occupé 8 années formidables de ma carrière professionnelle et c'est avec un très grand plaisir que je vais pouvoir évoquer ce démonstrateur, puisqu'il s'agit d'un démonstrateur de drones de combat furtif. Alors, que veut dire UCAV? UCAV veut dire Unmanned Combat Air Vehicle, ce qui est la marque d'un drone de relativement grande taille, vous le verrez tout à l'heure, c'est la taille d'un avion, et nous allons nous attacher aux démonstrations qui ont eu lieu au cours de ce programme qui a duré de 2004-2005 jusqu'en 2013-2014. Voilà, donc on va passer à la première planche, la planche suivante. Alors, qu'est-ce que c'était que cette idée de faire un démonstrateur neurone? Eh bien, nous étions dans une période où le Rafale était déjà bien développé et il était question de conserver en France, en particulier, et chez Dassault plus particulièrement, un savoir-faire stratégique dans des technologies de furtivité qui avaient déjà été développées chez nous et chez d'autres, notamment chez MBDA pour les
Pascal pour particulier, et sur quelques applications dans des kits de furtivité pour des avions de combat Mirage 2000. Donc, faire un pas décisif pour se mettre à niveau des Américains dans les technologies de furtivité, vous verrez que nous avons bien avancé, et également progresser dans des technologies d'autonomie, c'est-à-dire que le démonstrateur neurone n'est pas complètement autonome, il est supervisé par l'homme, mais en tout cas, il n'y a pas d'équipage à bord et il réalise toute une série de tâches de façon automatique et avec même des reconfigurations qui peuvent être de sa propre initiative. Tout ceci dans un schéma de coopération efficace, je vais en parler, avec une maîtrise d'œuvre unique et pour pouvoir former finalement les successeurs de ceux qui ont fait le Rafale et le Falcon 7X. Next. Voilà, donc c'est un démonstrateur, ce n'est pas un prototype, c'est un démonstrateur où nous avons pris des risques à la fois avec le maître d'ouvrage, la DGA, et nous, c'est-à-dire que les objectifs ont été placés très haut. L'innovation également, et nous avons fait des démonstrations à la fois avec des proof of concept sur des éléments intermédiaires et dans le démonstrateur global, ce que je vais vous montrer. Ensuite, donc l'organisation du programme, elle est sous la maîtrise d'ouvrage de la DGA. La DGA, Direction Générale de l'Armement, était agence exécutive représentant les 6 pays qui ont participé à ce programme, l'Espagne, la Suède, la France, l'Italie, la Grèce et la Suisse. Et la DGA a passé un contrat de prime contractor, de maîtrise d'œuvre, à Dassault Aviation, qui a répercuté ce contrat sur des sous-contractants nationaux, Main National Subcontractors, qui étaient dans chacun des pays considérés, ADS CASA en Espagne, Saab en Suède, en Italie c'était Alenia, en Grèce HAI et en Suisse RUAG, et nous avions en France un sous-traitant principal qui était Thales, notamment pour les liaisons de données. Ensuite, alors, le périmètre du système neurone, là, c'est une planche un petit peu animée. Vous avez l'avion, appelé air-véhicule, qui vole, mais l'avion ne peut pas voler tout seul. Il reçoit des informations de positionnement par GPS. Alors, vous voyez 3 éclairs, parce qu'il doit y avoir normalement 3 liaisons avec les satellites. C'est redondé. Ensuite, vous avez des moyens une station sol, et cette station sol est connectée à l'avion par des liaisons de données. Donc, voilà, on voit une tourelle qui est en bande haute, et il y a aussi un mât vertical à côté de la station sol qui permet de communiquer en UHF avec l'avion. Donc ça, c'est le système neurone à l'intérieur de son pointillé bleu. En dehors de neurones, nous avons sur le côté, vas-y Gérard, nous avons bien sûr un système de contrôle aérien qui était les bases à partir desquelles il opère, et puis, comme c'est un avion démonstrateur, une salle d'écoute, ce qu'on appelle une salle d'écoute, une flight test room, qui permet de suivre les essais de cet avion. Planche suivante, petit détail sur la station sol. La station sol, c'est un shelter, c'est-à-dire c'est une espèce d'abri sur une remorque motorisée qui peut être déplaçable, avec 2 à 3 personnes à l'intérieur et des postes de commande que je vais un petit peu vous détailler. Les postes sont identiques à gauche et à droite et permettent de communiquer avec le véhicule aérien. Suivante. Voilà, on voit l'intérieur du poste de commande avec à gauche et à droite les 2 pilotes qui sont des pilotes d'essai pour le début du programme d'essai, et on voit bien les écrans sur lesquels on a à la fois la situation horizontale,
des moyens de dialogue avec le véhicule, et puis une représentation d'un certain nombre de paramètres de l'avion sur les écrans en couleur en bas à gauche et à droite. Suivante. Alors, c'est un avion de grande taille. Hein. On vous figure ici la taille par rapport à un Mirage de ville. C'est un avion qui a même un peu plus d'envergure qu'un Mirage de ville. Il est un peu plus léger, par contre, il pèse 7 tonnes au décollage. Il est propulsé par un turboréacteur Adour et les performances nous permettent de faire des vols d'une durée de 2 heures. Pour des vols d'essai, c'est déjà tout à fait convenable. Et un Mach Maxi de 0,8 avec un plafond aux alentours de 35-40 000 pieds. Enfin, c'est à peu près équivalent au domaine de vol d'un avion subsonique. Mais cet avion qui est de grande taille, planche d'après, enfin clic d'après, quand on regarde sa surface équivalente radar, c'est-à-dire sa détectabilité dans le domaine électromagnétique, eh bien, vous voyez le pointillé rouge, il est aussi peu visible qu'un moineau. Donc, et ceci est vrai dans un spectre de fréquences qui s'étend, comme vous le voyez, des fréquences les plus basses vers les hautes fréquences, au-delà de 40 GHz. Ensuite, et ceci a été non pas calculé, mais aussi démontré. Vous voyez ici l'avion lui-même, et ce n'est pas une maquette, c'est l'avion lui-même, le Rhône, suspendu dans la grande chambre d'essai Solange de la DGA, qui se trouve à Bru, à côté de Rennes, en Bretagne, où les essais de caractérisation des signatures ont été effectués. Ensuite, alors, quand on parle de furtivité, de quoi parle-t-on? Dans le rond bleu que je vais être un petit peu didactique sur cette planche, dans le rond bleu que vous avez en gros la signature, ce qu'on appelle la signature, c'est un terme de signature équivalente radar en mètres carrés qui permet de caractériser les distances de détection par rapport, par exemple, à un radar aéroporté, c'est-à-dire un radar d'un avion de combat adverse. Quand vous avez un avion de combat des générations actuelles, vous avez une signature qui est celle qui est représentée, que vous allez voir sur l'image d'après. Vous avez une signature qui est verte claire. Quand on passe à celle de Rhône, on a une signature beaucoup plus faible que le rond bleu. On a une signature qui est de la taille du petit rond vert foncé. Planche d'après. Ceci nous permet déjà d'avoir la détection par un ennemi. Il ne nous voit que de 4 fois moins loin. Il faut, en gros, comme les distances de détection sont en puissance 4e de la distance, de l'éloignement, il faut atteindre des signatures vraiment très très faibles pour arriver à détecter, à diviser de façon la moitié d'un ordre de grandeur la distance de détection. Mais vous allez voir qu'en divisant par 4 les distances de détection, quand vous affrontez un barrage de systèmes solaires qui a des réseaux maillés de radars de détection à travers lesquels on ne peut pas passer puisqu'ils vous voient, chacun d'entre vous vous voit. Vas-y Gérard, anime. Quand on a une surface qui est 4 fois plus faible, quand on a une SER qui est beaucoup plus faible, hein, là je pédale un petit peu, qui permet de diminuer
les distances de détection de façon considérable, vous voyez qu'on peut passer à travers ces barrières de détection. Donc, il doit y avoir une petite flèche qui montre l'avion qui va passer à travers les barrières de détection. Vous voyez qu'en diminuant les signatures, on arrive à se faufiler à travers les lignes adverses. Donc, c'est un début essentiel de la furtivité, c'est de ne pas d'être détecté suffisamment tard pour que les systèmes, principalement les systèmes solaires adverses, ne puissent vous détecter que tard et donc que vous puissiez les affronter ou les contourner ou passer à travers sans avoir été tiré, sans avoir été détruit par le système solaire adverse. Donc, d'après. Donc, le programme de démonstration du neurone avait, à son origine, quand il a été lancé en 85-86, 2004, 2005, 2006, 5 objectifs ambitieux. Le premier dont on a parlé, c'est se mettre à niveau dans le domaine de la furtivité électromagnétique et infrarouge. Le deuxième, c'est dans les domaines d'autonomie, pouvoir faire voler un avion autonome qui est contrôlé, qui est supervisé depuis une station sol. Le troisième objectif, c'était de pouvoir larguer un armement depuis la soute. Donc, l'armement est contenu en interne. Et quatrième objectif, avec le capteur embarqué qui était à bord, pouvoir détecter et reconnaître automatiquement des signaux sol. Et le cinquième objectif, c'était d'essayer de faire un programme qui ne coûte pas trop cher afin de réduire les coûts en mélangeant à la fois des équipements qui étaient sur étagère et des composants, des équipements d'avionique tout à fait up-to-date. Après. Donc, ce programme ambitieux a été porté au début par des feuilles de route, 12 feuilles de route. Parmi ces feuilles de route technologiques, 7 ont porté sur la furtivité. Vous voyez donc l'importance attachée à ce domaine, la furtivité des formes externes, des antennes, de l'entrée d'air et de la manche à air, des trappes de train, des trappes de soute, des fenêtres capteurs, de l'arrière-corps. Vous verrez tout à l'heure, dans la suite de la présentation, que cet avion, pour des raisons de faible détectabilité, n'a pas de dérive, donc il fallait, et c'est nouveau, stabiliser et contrôler un avion sans dérive. Donc ça, c'est dans le domaine de l'aérodynamique et des commandes de vol. Et toujours dans le domaine des contrôles de vol, faire un vol de façon automatique, y compris le roulage, le décollage, l'atterrissage. Et un autre sujet qui était d'importance, c'est la soute. Avoir une soute qu'on puisse ouvrir jusqu'à une vitesse relativement grande. Vous verrez que cet objectif a été atteint, voire même dépassé. Et pouvoir embarquer un capteur à l'intérieur. Ensuite. Donc, je reviens un petit peu en arrière sur les 12 feuilles de route technologiques. Ces 12 feuilles de route se sont déroulées pendant les 2 premières années du programme et elles ont toutes donné lieu à des preuves de concept, souvent preuves de concept échelle 1, qui ont été réalisées par les principaux partenaires du programme. La France avait à peu près 50% dans ce programme, donc ce n'était pas anormal que nous soyons les maîtres d'œuvre, et les Suédois et Italiens avaient, je dirais, la plus grosse part des autres participants. Donc c'est pour ça qu'ils étaient mis à contribution pour le développement des feuilles de route technologiques. Alors ensuite, voilà, donc la furtivité, on en a un petit peu parlé dans les feuilles de route.
Vous voyez qu'il faut travailler à la fois sur des éléments de périmètre qui font le tour de l'avion, sur des liaisons entre le fuselage et les ailes, sur des éléments de bordure d'entrée d'air, sur des antennes, sur de l'anémométrie qui doit être pariétale, parce que dès qu'on met quelque chose qui dépasse l'objectif de furtivité qu'on s'est fixé est complètement gâché. Sur des antennes de communication, pareil, qui doivent être le plus flush possible, le plus à la paroi, et bien entendu les trappes et les trappes de sous-armement, les trappes de train. Donc, tout cela dans une forme aérodynamique contrainte par la non-détectabilité. Alors, pourquoi ces directions canoniques, hein, vous voyez que les directions des flèches de bord d'attaque et de port de fuite suivent deux directions et uniquement deux directions. De même, toutes les entrées d'air ou les trappes de train, etc., sont alignées avec ces mêmes directions. Eh bien, quand vous vous déplacez par rapport à un site fixe au sol, vous déplacez avec une certaine vitesse et l'aspect, enfin la ligne à laquelle, je dirais, le vecteur qui vous regarde depuis ce site sol voit vos éléments de bord d'attaque et de bord de fuite suivant des angles qui vont défiler. Donc, même si vous êtes perpendiculaire à un élément de bord d'attaque, par exemple, vous l'êtes pendant un très court de temps. Donc, l'écho qui est renvoyé peut être très fort, mais dès que vous déviez de cette direction perpendiculaire, vous voyez que l'écho ne peut plus être capté, il est renvoyé dans une autre direction, et l'écho fort ne peut plus être capté par le radar de celui qui vous poursuit. Donc, c'est une des caractéristiques de ces avions furtifs que d'avoir des directions d'angle qui sont tous alignés suivant les ouvertures qui sont alignées suivant ces mêmes directions. C'est le cas sur l'avion F-117 américain, c'est le cas sur le B-2, le bombardier furtif américain, c'est le cas aussi sur les X-45 et X-47 démonstrateurs du CAV américain. Planche d'après. Donc la recette de la furtivité du neurone quand on compare par rapport à un Mirage 2000, alors la planche est animée, je vais aller assez vite. Premièrement, vas-y, c'est à chaque clic. On retire le radar, on retire le poste de pilotage et on le met dans une station sol. On retire les entrées d'air latérales et on les met sur le dessus, car on les voit moins quand elles sont dessus, quand on les regarde depuis le sol. À l'arrière, on retire la dérive et on essaye de stabiliser l'avion sans dérive. On retire le canal PC et on met une cuillère aplatie qui est masquée aussi depuis le sol par une plaque triangulaire. C'est un des éléments importants de la discrétion. On retire tous les emports extérieurs. Vous voyez ici des pilons, un scalp et des missiles RR, et on les met dans une soute. Alors, la soute, elle contient ce qu'elle peut. Et puis, on règle 1001 détails qui apparaissent au fur et à mesure, parce que pour faire un avion complètement furtif, il faut que rien ne dépasse. C'est un petit peu comme si vous mettiez une voiture dans un champ, il y a une nuit noire, et puis cette voiture, vous l'allumez depuis l'intérieur. Et vous essayez que depuis l'extérieur, eh bien, on ne voit rien des lumières qui sont à l'intérieur. Là, vous verrez, ce n'est pas facile. Hein. Dès qu'il y a une fuite, elle est visible. Donc, finalement, ben, on a ce projet neurone. Page d'après.
Alors, la soute est un domaine particulier. Il se trouve que quand vous ouvrez une grande cavité à l'intérieur d'un fuselage, enfin d'un avion, vous avez des générations de niveaux de pression qui peuvent être très importants. Vous voyez les champs de pression qui vont du vert au rouge. Donc le vert, la pression est relativement faible et le niveau de bruit aéroacoustique est faible, alors que dans le fond de la soute, il est très élevé et ces phénomènes aéroacoustiques peuvent être très dangereux quand vous avez un emport qui est situé à l'intérieur. Il est accroché par un système de suspension qui, bien que rigide, a une certaine souplesse. Et nous avons vu des films d'horreur qui montraient sur le F-111, le F-111 américain, en fonction de la vitesse, ils ont fait des essais en vol et on a vu qu'à l'intérieur d'une soute qu'ils avaient ouverte, en fonction de la vitesse, tout se mettait à bouger dans tous les sens, avec des risques de collision et des risques de décrochage en vol qui peuvent provoquer des catastrophes à partir du moment où il y a des équipements ou des armements qui s'échappent de la soute et qui viennent cogner contre les bords de l'avion. Ça, c'est un premier point. Donc, il faut que ce qui est à l'intérieur de la soute résiste à ces niveaux de pression. Et deuxièmement, il ne faut pas que les murs, le plafond et puis les parois latérales de la soute puissent communiquer au reste de l'avion des niveaux de vibration importants qui peuvent mettre aussi en péril le fonctionnement des équipements de l'avion. Donc, vous voyez les niveaux qui sont comparés. Dans une soute de train, on a 120 à 130 dB. Quand on approche de 120, je vous rappelle que 10 dB, c'est un doublement. Chaque fois qu'on a 10 dB de plus, c'est un doublement. Donc, à 160 dB, on a des niveaux très, très élevés dans le fond de la soute. Et nous avons pu faire d'abord des essais en soufflerie avec des demi-maquettes qui ont permis d'affiner nos modèles. Et à partir des modèles que nous avons, vous voyez que sur le diagramme en bas à droite, on a comparé les vols en bleu et rouge qui sont assez bien corrélés avec les calculs en noir, et le fond de la soute étant un petit peu, donc c'est en abscisse, c'est le long de l'axe X de l'avion, donc c'est le fond de la soute. Donc, je dois dire des bêtises, ça doit être des fréquences. Bon, je ne sais pas tout, c'est certainement des fréquences et pas des mètres. Donc, c'était relativement bien correct. Page d'après, comment on fait pour voler de façon autonome? D'abord, il n'était pas question de voler dans un domaine... attends, ne change pas de planche. Voilà. On ne pouvait pas considérer qu'on allait voler dans l'espace aérien pratiqué par le trafic commercial, civil et le trafic militaire. Donc, il a tout de suite été question de voler dans des espaces réservés, bien entendu. Néanmoins, voler dans des espaces réservés pose des questions de sécurité vis-à-vis des personnes survolées. Donc, à partir de l'estimation d'un risque létal vis-à-vis de ces populations homogènes à ce que peuvent provoquer des appareils militaires hors conflit. Hein. On pense par exemple aux Américains qui ont des vols à peu près 10 fois plus par année qu'en Europe. On peut considérer que le risque d'avoir un mort par un accident
d'avions militaires est de l'ordre de 10-7 par heure de vol. Partant de cette estimation, nous avons considéré que ceci était un risque tout à fait acceptable et que ce risque est à comparer au risque d'accident pour les avions civils qui est de l'ordre de 10-9 par heure de vol, mais dans les avions, il y a en général des centaines de personnes et en général, ils ne survivent pas malheureusement lors de ces accidents. Donc, on arrive à peu près à un risque par personne qui est de l'ordre de 10-7 par heure de vol, c'est assez homogène. Et nous avons donc négocié avec les autorités qui nous ont passé le contrat, c'est-à-dire la DGAC en France, et également leurs équivalents dans les pays dans lesquels nous avions volé, c'est-à-dire la Suède et l'Italie, que nous avions de très faibles probabilités premièrement, de sortir de la zone d'essai, donc une zone d'essai définie. Donc l'avion devant voler à partir d'Istres, il n'était pas question qu'il s'échappe et qu'il aille survoler Marseille où il y a 1 million d'habitants. Donc on était autorisé à voler, mais dans des zones de faible densité de population. Deuxièmement, même s'il y avait un crash, il fallait que ce crash soit, si possible, dans une zone dédiée que l'avion pouvait rejoindre, et s'il ne pouvait pas rejoindre cette zone dédiée, que le crash se fasse en ayant un impact sur le sol le plus faible possible, c'est-à-dire en piquant et en minimisant la zone d'impact au sol. Tout ceci était détaillé dans les spécifications de définition du programme. Donc, nous en arrivons aux démonstrations. Voilà, essais et démonstrations. Donc, après avoir fait des essais sols, nous avons pu commencer à faire des essais en vol, préliminaires aux essais proprement dits de démonstration, des 5 axes de démonstration que je vous ai présentés au début. Alors, temps après. Donc, voilà ces 5 axes de démonstration, excusez-moi. Donc, le vol autonome, des mesures des niveaux de furtivité électromagnétique et infrarouge, faire le tir d'un armement depuis une soute, détecter et reconnaître automatiquement une cible, et être confronté à des radars opérationnels expérimentaux. Vous voyez des petits drapeaux qui s'affichent sur chacun de ces objectifs. Cela veut dire qu'ils sont réalisés pour certains en France, pour d'autres en Suède, pour d'autres en Italie, ou, par exemple, confrontation à des radars opérationnels et expérimentaux en France, en Suède et en Italie. Donc après. Donc nous avons fait un certain nombre, avant d'attaquer ces démonstrations proprement dites, nous avons fait un certain nombre d'années d'essais en vol. D'abord pour ouvrir le domaine de vol. Comme je vous l'ai dit, on a dû aller jusqu'à Mach 0,7, 0,75 et 35 000 pieds. Au point de vue badin, je crois que oui, on a dû aller à 359 à peu près. D'abord, ouvrir le domaine sous l'armement fermé, puis en ouvrant la soute armement. De mettre au point l'anémométrie pariétale. Dans un premier temps, nous avions une anémométrie avec une perche externe qui permettait de calibrer l'anémométrie pariétale. Puis après, on a pu voler dans une configuration discrète sans perchette. Et puis, on est ensuite allé faire des démonstrations proprement dites en France, Italie et Suède pour se confronter aux capteurs opérationnels, démontrer une mission d'attaque et réussir à réaliser un largage d'armement en Suède.
planche suivante. Donc, la mesure des niveaux de furtivité, elle s'est faite d'abord au sol, dans la grande chambre Solange. Donc, vous voyez dans cette chambre Solange un Mirage 2000 et pas un neurone. Le neurone y est allé, bien entendu, à Bruges, près de Rennes, dans les locaux Solange. Alors, c'est une cathédrale de béton qui fait 35 mètres de haut et 50 mètres de large et 33 mètres de profondeur. Non, 33 mètres de large, 53 mètres de profondeur et 35 mètres de haut. C'est assez impressionnant et c'est recouvert de matériaux absorbants et d'un certain nombre d'émetteurs qui sont déplaçables en hauteur pour faire varier les sites. Et l'avion est suspendu par des haubans qui permettent de faire varier le gisement de 360 degrés. Donc après, donc ces essais à Solange ont eu lieu avant les premiers, juste après les deux premiers vols en 2013, pour bien vérifier qu'on atteignait les niveaux de furtivité qu'on s'était fixés. Ensuite, on a ouvert le domaine sous armement fermé, puis en montant progressivement en vitesse. Alors, les efforts et les champs aéroacoustiques sont proportionnels au cube de la vitesse. On s'était donné, je crois, 350 nœuds pour voler sous ouverte et on est allé, je crois, jusqu'à 375. Donc, sans que tout l'avion se mette en transe et avec des niveaux qui sont restés relativement modérés. Donc, on était content de ce point de vue-là. Ensuite, nous avons fait des vols pour caractériser le capteur. Donc, le capteur, il est monté à l'intérieur de l'avion sous une fenêtre qui est plate, qui ne dépasse pas de la trace de l'avion. Donc, vous voyez des images de ce que voit le capteur infrarouge. Alors, sur la première image en haut à gauche, vous voyez à peu près que ça ressemble à un char. Il faut de bons yeux pour trouver que ça ressemble à un char. Sur la deuxième, ça ressemble toujours à un char. Sur la troisième, là, il faut vraiment être un spécialiste pour dire ce que c'est. Et sur la quatrième, quand le système automatique de reconnaissance d'image vous dit que c'est un char, il faut vraiment y croire. Voilà. Et puis la calibration de la démométrie, j'en ai parlé, pour intégrer finalement ces capteurs, cette démométrie flush dans les systèmes de commande de vol. Ensuite, donc plus de perches et puis les petites plaques que vous voyez à la paroi. Ensuite, donc on a été dans 3 sites d'essais en Europe, en France à Istres, pour les vols de développement et de démonstration, en Italie pour les vols de démonstration de la partie italienne, puis en Suède pour le tir de l'armement et les démonstrations face au système solaire suédois et les avions suédois d'ailleurs aussi. Voilà, donc le calendrier des développements, des essais, je veux dire, des vols. Donc les premiers vols fin 2012, les mesures de signature équivalente radar à Solange, où l'avion était transporté par camion, donc vous voyez, c'était en 2013. L'exposition pendant le Salon du Bourget sous la bulle en juin 2013, excusez-moi. L'ouverture du domaine de vol fermé, donc vas-y, voilà. Le vol en patrouille de l'assaut, vous allez voir, c'est ici aussi dans un film, tout à fait, c'est extraordinaire. Premier vol sous ouvert, on continue, domaine de vol sous ouvert, les vols capteurs, les premiers vols en configuration discrète, les démos en France, en Italie et en Suède.
Donc l'avion était à chaque fois démonté et transporté par camion. Alors pourquoi on ne l'a pas transporté par avion? Pour une raison toute simple. Moi j'étais directeur de programme, ça coûtait 10 fois plus cher de le transporter par avion. Donc c'était aussi simple, ça prenait 3-4 jours, plus le temps de le monter et le redémonter sur place, mais il y avait bien d'autres choses à faire sur place, installer la station sol, installer la tourelle de liaison de données en bande haute. Bon. De toute façon, il fallait un certain temps pour se préparer quand on arrivait sur un site à l'étranger. Scénario d'attaque d'une cible. Voilà, excusez-moi. Donc, ceci, c'est la côte est de la Sardaigne. Vous voyez sur cette côte est, vous voyez un périmètre rouge, qui est le périmètre de notre zone de recherche, Target Search Zone, de plusieurs kilomètres carrés, dans lequel Neurone devait faire une détection et reconnaissance automatique d'une cible. Et dans cette zone, vous avez en jaune, encadré en jaune, avec, vous voyez le curseur sur l'écran qui les deux zones, une zone dite Nike et une zone dite Hawk. Ce sont des batteries solaires, c'est un site d'entraînement au tir de missiles solaires depuis la côte vers un champ de tir qui s'étend vers l'est sur 50 km au large pour pouvoir vérifier et puis entraîner les servants de ces sites solaires. Donc, bien entendu, il s'agit de longer ce site pour pouvoir y détecter des cibles, tout en étant non détecté par les sites solaires adverses, jaunes, qui sont là. Donc, le pattern, la trajectoire est la suivante. Neurone s'approche, longe la côte. Dans cette phase ici, il fait un premier passage de détection autour de la zone rouge que vous voyez ici, pour voir s'il y a des cibles d'intérêt, pouvoir les classer, pouvoir y revenir. Donc là, il est avec son optronique grand champ. Et puis, il revient, continue à passer le long de cette zone en passant en petit champ pour envoyer, revenir sur des cibles les plus intéressantes et les transmettre au sol pour pouvoir simuler une autorisation de tir par l'opérateur de la station sol. Puis, il fait une boucle afin de faire un tir simulé, un weapon release, c'est-à-dire un tir de l'armement simulé. Donc, ceci a été effectué en Sardaigne et Neurone a parfaitement réalisé, je crois que c'est la planche d'après. Voilà, on voit ce qui s'est passé. Bon, c'était un petit peu plus loin. Décollage depuis Perdaz-Ifogou, qui est une base OTAN, vol au-dessus d'un corridor de 80 km à peu près pour rejoindre la côte est de la Sardaigne. Perdaz-Ifogou étant au sud, à côté de Cagliari. Et puis, vous voyez les différents waypoints pour arriver à trouver les cibles dans la zone considérée. Voilà la target search zone, hein, en rouge, et puis la trajectoire de Neurone, et il a bien capté les images et transmises au sol sans avoir été détecté. Ensuite, nous sommes allés en Suède pour faire le tir de l'armement. Alors, en arrivant en Suède, il y a une petite particularité, c'est que au lieu d'avoir une piste comme la piste 10 qui fait 5 km de long et 60 mètres de large, eh bien là, la piste, c'est une piste aux caractéristiques standard OTAN, 2300 mètres de long, 30 mètres de large. Donc, il fallait que Neurone soit vraiment au point pour ne pas sortir de la piste.
Et puis, la station sol était à un endroit donné et la tourelle à un autre endroit sur une colline. Donc, il fallait vérifier que les réflexions parasites de la piste ne brouillaient pas le signal de transmission de données de l'antenne mobile en bande haute. Donc, tir de l'armement et des confrontations, menaces qui se trouvent réparties sur ce champ de tir autour de Witzel, c'est une zone qui est située à environ 800 km au nord de Stockholm, près d'une ville qui s'appelle... enfin, il y a beaucoup de sapins et de bouleaux, et pas beaucoup d'êtres humains, il y a surtout des rennes, des élans qui peuplent cette zone un petit peu désertique du nord de la Suède. Ensuite, alors, deuxième film. Donc, je reprends la main. J'espère que je ne vais pas me planter. Ce petit mode plein écran. Ah. Voilà le film. Donc, je vais le commenter un petit peu puisqu'il est sans texte. Donc, les pays participants à ce programme, les sociétés dans les pays, l'équipe d'essai, ça, c'est la salle d'écoute avec un débit en chaîne d'essai qui est là. Le neurone quitte sa zone de démarrage de façon automatique. Le pilote dans la station sol donne l'ordre de lâcher les freins et le neurone se retrouve en vol automatiquement. Là, il autorise à continuer sa mission. Bien sûr, l'atterrissage est automatique et même le roulage et la prise des taxiways jusqu'au retour. Ça doit être le premier vol, on est très content. Neurone à Solange. Neurone sous la bulle du Salon du Bourget, en juin 2013. Voilà au-dessus de la Camargue, je pense, là. Une zone quand même à faible densité de population. Pas très bruyant. Hein. Alors là, on a quelque chose qui est écrit première au monde. Le japonais, c'est le photographe. Et le barbu, c'est Éric Gérard, le pilote du Falcon. C'est un vol en formation à 3. Là, neurone est devant, Falcon 7X, 8X et Rafale. Personne n'a jamais fait ça au monde. La confiance qu'on peut avoir dans un système sans pilote à bord. C'est très sûr.
Et là, vous allez voir, on l'a refait une seconde fois. C'est la DGA qui l'a fait. Le site des essais en vol. Ils l'ont fait avec un Rafale, un Mirage 2000 et un Falcon 20 d'essai. Là, on se trouve en Italie, à Decimo Manu. L'avion est tracté du hangar sous une bâche quand même. On évite que tout le monde le voit de près. Le remplissage, ça se fait par une canne. C'est pas un remplissage sous pression, ça sert à rien pour des vols d'essai. Là, ça illustre la caméra thermique d'optronique du Neurone. La détection. Là, on est vraiment en configuration sur qui, vous voyez, il n'y a plus du tout de perche. Là, c'est Witzel dans le nord de la Suède. Assez rustique. Et là, les Suédois ont été bluffés parce que on a réussi à enchaîner, je crois, 11 vols en une douzaine de jours. Ça prouve que le système était bien au point. On voit les sapins et tout, pas de doute. On est en Scandinavie. La soute filmée depuis l'intérieur, ça tombe tout droit. Et on se pose sur la piste de Witzel. Je repasse la main, Gérard. Planche d'après. Donc finalement, on a atteint les objectifs que nous nous étions fixés, à la fois dans le domaine de la furtivité, mesurés avant puis après, à la fin du programme, ils ont été remesurés et il n'y avait pas de déviation. Donc bien sûr faire un vol autonome, et vous avez vu la même configuration avec plusieurs avions. Une tir d'armement depuis la soute a été réalisée sans problème. Et détection et reconnaissance automatique de cible par utilisation du capteur. Ensuite, donc les défis ont été non seulement techniques, mais aussi industriels. Hein. Vous voyez ici le partage des travaux, notamment sur la cellule. Donc, en bleu, c'est le côté français d'Assaut. En jaune, c'est les Suédois de Saab. En rouge, c'est les Italiens de ADS CASA. En vert, c'est les Italiens. Et on n'a pas oublié les Grecs qui ont fait le fuselage arrière et la tuyère. Et ce n'était pas une mince affaire. Et RUAG, les Suisses qui ont fait la partie du dispositif d'emploi de séparation. Donc, défi industriel, défi technique, et puis aventure humaine sur la planche d'après. C'était extraordinaire de travailler dans ces équipes, mais je crois que tous ceux qui ont fait des programmes en coopération le savent comme moi. C'est une excellente opportunité de rencontrer des gens avec qui on reste en contact par la suite et qui donnent un résultat tout à fait à la hauteur. Et je crois que c'est la dernière planche. Non, c'était pour vous montrer qu'au-delà de ce que vous avez vu dans les films, on a fait aussi, il y a eu un meeting à Salon de Provence au cours duquel Neurone a volé
au-dessus des foules, ce qui démontre encore une fois la maîtrise et la confiance que l'on a dans ces systèmes de vol sans pilote. Donc après, en 2016, il y a eu des démonstrations complémentaires, donc vous en avez parlé, campagne Solange 2 après les vols pour remesurer les caractéristiques de furtivité qui étaient tout à fait positives. Nouvelle confrontation face à des menaces, passage au-dessus, oui, études complémentaires en vol, passage au-dessus du porte-avions comme vous l'avez vu dans le film, dans le premier film. Et ce n'est pas une image truquée, le Rafale était vraiment à côté. Et puis, la suite, eh bien, Neurone continue à servir de démonstrateur de technologie dans le cadre du programme SCAF, à la fois pour le véhicule lui-même, hein, le New Generation Fighter, et également aussi pour les remote carriers, ce que sont soit les petits drones qui accompagneraient en vol le New Generation Fighter, ou des gros drones qui seraient de la taille de Neurone. Donc, il va continuer à servir comme banc d'essai volant pour la préparation du futur. C'est un système qui a parfaitement fonctionné, qui est fiable, et qui était tout à fait extraordinaire à développer et à manager pour moi. Voilà, je vous remercie. Je crois que c'est... Voilà, merci. Et on peut passer aux questions. Qui prend la main pour les questions, c'est Jacques. Oui, merci Thierry. Je crois que tu as beaucoup intéressé ton auditoire compte tenu du nombre de questions posées. Elles sont diverses. Elles tiennent à la technologie du neurone, elles tiennent à sa furtivité, elles tiennent à son aspect opérationnel. Alors, si je commence par les aspects purement techniques, il y a une question de clarification qui demandait s'il fallait bien 4 satellites pour avoir une bonne liaison GPS. Je crois que tu peux confirmer qu'il faut que l'objet qu'on cherche soit visible de 4 satellites. Il n'y a pas de difficulté, on les voit facilement, et même on avait des inquiétudes pour la Suède qui était une latitude relativement nord, de l'ordre de 70 degrés. On avait même, et il était même plus incliné sur l'horizon, on avait même un meilleur positionnement en Suède encore qu'en France. Non, ça a très bien marché, les satellites. Mais il faut qu'il y en ait 4 opérationnels. Oui, c'est vrai. Il y en avait un moment qui était en maintenance et ça nous a bloqué des jours d'essai. Bon, quelques questions techniques sur le neurone. Son autonomie, son altitude maximum de vol, bon, les fréquences utilisées, tu en as vaguement parlé, mais tu peux le rappeler. Alors, l'autonomie, j'ai dit, pour des vols d'essai, 2 heures, c'est suffisant. On ne cherchait pas à avoir une grande autonomie. Il se trouve qu'on a pu mettre, autant que je me souvienne, 1500 ou 1600 kilos de fuel, de kérosène dans les réservoirs. Il y avait d'ailleurs pas de réservoir fuselage, donc que je ne dise pas de bêtises. Non, il n'y avait pas de réservoir voilure. On aurait pu mettre des réservoirs dans la voilure, il n'y en avait pas. Le domaine sonique, hein, j'ai dit, on a fait des essais en soufflerie qui montraient que tout allait bien jusqu'à 0,85, voire même un peu plus. On aurait pu y aller en vol, on ne l'a pas été. Le badin, je pense, on a fait un vol effectivement sous ouverte à 375 heures. On a dû aller, je pense, à 402 ou quelque chose comme ça. Et puis, en altitude 35 000 pieds, on pouvait aller jusqu'à 40 000 pieds, mais de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Une fois qu'on a démontré qu'on va à 35 000 pieds, ben on va à 40 000 pieds.
Il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, au niveau de la configuration, justement, on pose la question… Mais… Alors, attends, j'avais une question sur les fréquences utilisées. Ça, Pardon. c'est intéressant. Les fréquences utilisées, donc nous avions deux bandes de fréquences pour les liaisons de données. Nous avions d'abord, bien entendu, la VHF entre la station sol et la tour. Bon, ça, c'est bien évident, mais il faut rester en liaison claire pour pouvoir dialoguer avec le trafic aérien, la gestion du trafic aérien. Nous avions donc entre l'avion et la station sol deux liaisons de données, donc une redondance, une liaison UHF. Donc je vous rappelle que l'UHF c'est entre 225 et 400 MHz. Donc là c'était des postes de radio UHF avec liaison de données dérivées de ce qu'on avait sur des versions export de Mirage 2000. Et une liaison en bande haute, en bande KU. La bande KU, c'est de l'ordre de 1 à 3, de 1 à 5 GHz. Et cette bande KU était, en fait, la liaison en bande KU qu'on avait était dérivée de la liaison du pod RECO, qui est installé sous les Mirages, sous les Rafales, et qui transmet ces données en temps réel entre l'avion et le sol. Sauf que cette liaison était complétée d'une antenne qui pouvait suivre l'avion non seulement loin, comme sur le Rafale, mais également quand il s'approchait du terrain d'essai, et même en le poursuivre quand il défilait par rapport à la piste. C'est-à-dire que l'antenne balayait 180 degrés, ce qui n'était pas le cas de l'antenne de liaison de données du Rafale. Une question subsidiaire liée aux fréquences. Est-ce qu'il est possible de prendre le contrôle du véhicule ou est-ce que les communications sont suffisamment cryptées pour éviter… Alors, la liaison en bande basse, elle était avec cryptage, avec cryptage et évasion de fréquence. L'évasion de fréquence, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de sauter un certain nombre de centaines, voire de milliers de fois par seconde d'une fréquence à une autre pour éviter d'être intercepté. Donc, c'est un système qui existe sur les radios des avions français export, certains avions export. Et en bande haute, nous étions également avec un cryptage industriel, cryptage Thales. Puis ça, on n'a jamais eu de souci de risque de viol de fréquence. Une question sur la configuration du drone, tu en avais vaguement parlé dans ton introduction. Comment peut-on piloter en lacet un engin qui a un seul moteur et pas de dérive? Ah ben voilà une question intéressante. Alors, comment? Eh bien, on fait du lacet, on fait du contrôle en lacet par traînée différentielle. Ça consiste à braquer les surfaces de contrôle, les gouvernes qui s'appellent les élevons à l'arrière. Il y a deux paires d'élevons, il y a deux élevons à gauche, deux élevons à droite. En braquant de façon, si on ouvre par exemple de façon alternée, élevons interne et élevons externe sur un côté de la voilure, sur le côté gauche, et puis rien sur le côté droit, on fait du contrôle en lacet. Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de préavis, parce que le premier préavis qu'on peut avoir pour le contrôle en lacet, c'est le facteur de charge latérale. Pas de dérive, pas d'effort latéral, donc pas de NY. Pas de facteur de charge latérale. Néanmoins, on a quand on est à… On n'a bien entendu pas de sonde de dérapage autre que les sondes pariétales. Donc, ça donne une information, alors que le dérapage, c'est déjà institué. Donc, il faut anticiper.
ben, on anticipe avec les termes de vitesse et d'accélération de lacet. Bon, il n'y a eu aucun problème de contrôle en lacet sur cet avion. Alors, par contre, à basse vitesse, quand on s'approche de la piste pour pouvoir atterrir, le contrôle en latéral peut être beaucoup plus critique, puisqu'on va beaucoup moins vite. Et nous avions une sonde, dite sonde crayon, parce que ça ressemble à un crayon, c'est un cylindre équipé de petits trous, sonde crayon présente sur les virages F1. Et cette sonde crayon était escamotable et elle se déployait quand le train d'atterrissage était sorti, qui permettait d'avoir une connaissance instantanée du dérapage à basse vitesse. Justement, au niveau de la furtivité et de la signature aérodynamique du drone, on te dit pourquoi ne pas mettre des trappes coulissantes plutôt que des trappes basculantes pour diminuer la signature? Est-ce que physiquement c'est possible? Alors, coulissante. Le problème, c'est pas coulissant ou abattant. Le problème, c'est dans des trappes classiques, il y a un jeu. Il y a un jeu, c'est-à-dire c'est une fente de quelques millimètres. Ça permet de ne pas avoir de blocage quand les structures se déforment, etc. Qui dit fente en électromagnétique dit catastrophe, parce que ça occasionne des phénomènes de diffraction et donc de renvoi de l'onde électromagnétique qui vous illumine vers celui qui vous a illuminé. Donc, on essaye d'éviter au maximum les diffractions et les surépaisseurs. Donc, toutes les trappes étaient du style couvercle, comme les trappes comme les capots avant de voiture. Elles viennent en recouvrement, presque en recouvrement par rapport au bord. C'est-à-dire que le seul problème qu'on a dans ces trappes, c'est la marche d'escalier que forme la trappe par rapport à la surface sur laquelle elle s'appuie. Bon, ben on a trouvé des solutions qui permettent de minimiser cette marche d'escalier. On parle aussi de la puissance informatique nécessaire pour un drone, ça va, mais qu'en serait-il s'il y avait une flotte de drones au niveau de la puissance informatique nécessaire pour gérer cette flotte? Bon, là, il n'y a pas de difficulté. Je rappellerai juste que les premiers calculateurs embarqués sur le Mirage, sur les premières versions du Mirage 2000 de défense aérienne dans les années 80, avaient un calculateur principal de 512K et une unité secondaire de gestion de 256K. Donc, quand vous voyez ce qu'on est capable de mettre dans un téléphone portable maintenant, Mais d'une manière générale, quels sont les problèmes techniques principaux qui ont été rencontrés dans ce développement et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer pour la suite? Comme je l'ai dit au cours de l'exposé, les feuilles de route technologiques ont été quelque chose de très intelligemment bâti en liaison avec les experts de la DGA, et je voue une certaine reconnaissance aux qualités d'expertise de la DGA. Nous avons besoin d'ingénieurs dans les centres d'essai étatiques, d'ingénieurs de très haute qualité, parce qu'ils sont là pour nous challenger, pour challenger l'industrie et nous faire progresser. Et ils ont suivi de très très près toutes ces feuilles de route technologiques. Nous avions des réunions pour chacun des 12 sujets. On avait une fréquence de réunion qui était une réunion tous les 2 mois à peu près. Comme il y avait 12 sujets, vous voyez que chaque semaine, on avait au moins des réunions d'avancement de sujets technologiques. Je donnerai un exemple sur la liaison, sur l'antenne en bande KU. L'antenne en bande KU,
est une antenne qui se situe sur le... Je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux dessous de l'avion. Je ne crois pas qu'il y en ait sur le dessus, puisqu'il n'y a pas de liaison satellitaire. On a fait l'économie de liaison satellitaire, qui ne nous semblait pas essentielle pour les démonstrations, qui aurait coûté sans doute trop cher à développer. Donc, pour l'antenne KU, la DGA a lancé une compétition entre deux industriels, Thales d'un côté et Dassault de l'autre, en disant ben, démontrez-moi que vous savez faire quelque chose qui soit qui ait les caractéristiques de fonctionnement qui sont recherchées, hein, et qui est une signature minimum. Et on est arrivé à une solution, je ne dirais pas qui a gagné, mais bon, c'était intéressant. On est arrivé à une solution qui était grosse comme, je dirais, ça dépasse de l'avion de l'ordre de 3 mm et c'est de la taille du diamètre du quart du diamètre d'une cigarette. Et ça, c'est une solution qui a été développée. Et de même, l'antenne plate pour la liaison UHF, c'est une antenne spirale complètement plate qui fonctionne très bien, qui a une bonne qualité dans son domaine de réception et qui est finalement invisible aux ondes électromagnétiques en dehors de son domaine d'émission-réception. Et c'est quelque chose qui pourrait être adopté sur les avions, sur tous les avions civils pour réduire la traînée, par exemple. Et elle fonctionnait jusqu'à 150, 200 km d'éloignement, c'est-à-dire jusqu'à la portée visible. Bon, la reconduite de la Terre, c'est la limite de portée, 200 km. Toute la campagne Neurone a été très riche d'enseignements. Est-ce qu'il est envisagé de faire un deuxième modèle du Neurone? Et plus tard, est-ce qu'il est envisagé une version supersonique d'un engin de ce genre? Alors, je réponds à côté de la... Je ne réponds pas vraiment à la première question. Je donne un ordre d'idée de ce qui peut être fait à partir de neurones. Un des sujets qu'on n'avait jamais abordé, c'était le contrôle de l'avion au sol de façon automatique, c'est-à-dire la dirigeabilité, le freinage, etc., sans personne à bord. Eh bien, nous avons progressé dans ce domaine. C'est un domaine également qui peut être appliqué à tout type d'avion civil. Donc ça, c'est un domaine dans lequel on a progressé. Alors, faire un neurone supersonique, oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut faire une aile plus mince. Hein. Là, les profils étaient, correspondaient au domaine de vol visé. On ne s'était pas creusé trop la tête pour faire mince. Bon, on sait que pour un avion supersonique, il faut des profils de voilure qui sont entre 3 et 4% d'épaisseur relative. Bon, faut faire moins épais. Et puis, il faut sans doute une puissance installée supérieure. Bon, c'est pareil, pour aller plus loin, il faut mettre plus de carburant, il faut faire un avion plus gros. Pour emporter plus d'emport, il faut faire un avion plus gros. Il faut dimensionner l'avion autour de ces soutes, finalement, pour réaliser la mission qu'on veut réaliser avec les armements qu'on veut emporter et le carburant qu'on veut emporter. Donc ça, c'est une question de sizing. Donc, d'un avion de 7 tonnes, on peut faire un avion de 10 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes. Je crois que le futur bombardier stratégique américain qui sera piloté comme le B-2, eh bien, il envisage un avion qui fait 30 tonnes ou 35 tonnes. On peut faire plus gros, on peut aller plus loin, on peut aussi aller se poser sur les porte-avions si c'est demandé et si c'est nécessaire. Ça complique un petit peu, ça complique les systèmes d'atterrisseurs et pour les chocs, pour tenir des vitesses verticales de chute plus importantes, et puis il faut un système de crosse pour affronter. Mais les Américains l'ont fait avec le X-47B, et c'est tout à fait faisable.
c'est plus compliqué, c'est plus cher, ça dépend de ce qui est spécifié et de ce que qui sont définis. Visiblement, dans le cadre du SCAF, c'est pas demandé. Mais ce qu'a démontré Neurone, ça devrait faciliter le travail pour la partie New Generation Fighter du SCAF. Oui, donc tu as bien expliqué que le neurone a non seulement été un démonstrateur, mais que les essais ont été très intéressants, très concluants, qu'ils ont appris beaucoup, et tu as vaguement évoqué quel est l'avenir de ce programme. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, non, je crois que tu as répondu à toutes ces questions. Je pense que tu as beaucoup intéressé ton auditoire et à nouveau, je te remercie beaucoup de tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie.